En attendant que François Gabard vienne nous rejoindre, je vous propose de découvrir quelques images à propos de la Barcelona World Race sur nos écrans. Et juste après, on pourra discuter de la course au large avec nos invités. Do you know what it's like to say goodbye? To leave your loved ones home and dry? Do you know what it's like to freeze for weeks? Body ravaged by cold and heat? To sail in storms at breakneck speeds? Or sit forever to wait for wind? Je sais, par expérience, que les 3/4 du temps vont être pas drôles du tout. Mais absolument pas. Et qu'on va tout le temps se poser des questions en se disant mais qu'est-ce qu'on fait là? Can you imagine life at sea, confined to living in 60 feet, but not alone, with two on board, for 3 months cramped, with no respite, and no escape from fear or flight? It really is the ultimate lesson in trusting somebody else, with your boat, with your life, with your race. The contest first to just complete, but then to beat the world's elite. For every second of every day, the global contest play by play. Formidable oceans, iconic views of wildlife, seascapes, skies and space. There is no wilder, lonely place. Do you know what it's like to return? The planet circle, the race for home. The first glimpse never to forget, when back from battle, cold and wet. C'est un privilège de participer à cette course, un énorme challenge, une énorme aventure. Voilà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien et puis bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur Internet, effectivement, à travers la chaîne YouTube de la Barcelona World Race. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est la préparation d'un tour du monde avec nos invités. Tout d'abord, Michel Desjoyaux qui est à mes côtés. Bonjour Michel. Michel Desjoyaux qu'on ne présente plus, vainqueur de la solitaire du Figaro à 2 reprises, vainqueur du Vendée Globe à 2 reprises, a participé à la Barcelona World Race avec malheureusement une abandon en cours de course. On en reparlera justement avec aussi François Gabard qui vous accompagnait dans cette aventure et qui sera avec nous dans quelques minutes. Et puis à vos côtés, Iker Martinez qui est là. Bonjour Iker. Iker Martinez qui est espagnol, champion du monde en 49er, champion d'Europe, champion olympique en 49er, a participé à la Volvo Ocean Race, a participé aussi à la Barcelona World Race où vous avez terminé deuxième lors de la dernière édition. Et puis justement, on va en parler de cette Barcelona World Race. La prochaine édition, ce sera le 31 décembre 2014, le départ. Et j'espère qu'on va vous y retrouver. Alors, tout d'abord, on va parler du Tour du Monde, la préparation d'un Tour du Monde. D'abord, quelle est la différence entre un Tour du Monde seul et un Tour du Monde à 2? Michel, première question. Est-ce que vous connaissez les deux? La différence, il y en a beaucoup. Alors, je ne sais pas combien on a de temps, mais on a le temps, on est là, il y a du monde, tout va bien. Je pense que la principale différence vis-à-vis de la préparation, c'est le niveau d'exigence sur certains éléments clés pour le solitaire. Par exemple, un solitaire ne peut pas se passer d'énergie électrique et il ne peut pas se passer de pilote automatique, pour faire simple. Et du coup, l'ensemble du bateau doit être d'un niveau de fiabilité nettement supérieur. Voilà, alors que François Gabard vient nous rejoindre. On peut l'applaudir, François. Voilà, bonjour François. Le bateau doit être beaucoup plus fiable en solitaire parce que le bonhomme tout seul doit pouvoir continuer de naviguer et ne peut pas être au four et au moulin tout le temps. Du coup, forcément, il y a des choses qui sont plus tentables. C'est-à-dire, on peut prendre un peu plus de challenge et d'engagement en double, chose qu'on ne ferait pas forcément en solitaire. Alors, le niveau des courses
n'arrête pas de monter, donc forcément, même en solitaire, on continue de progresser aussi parce qu'on acquiert de l'expérience et donc on repousse un petit peu les limites à chaque fois. Mais je pense qu'il y a un niveau de fiabilité. Le bateau de solitaire doit être plus rustique. Le bateau en double va aller chercher plus loin. On n'est pas sur de l'équipage, mais presque. Et on essaye vraiment d'aller beaucoup plus loin un peu partout. François, petite présentation, vous êtes venu nous rejoindre, François Gavard qui donc détient le titre de vainqueur du Vendée Globe. Voilà, une course en solitaire. On va parler de la course en solitaire, on va parler de la course en double aujourd'hui, François. Justement, je posais la question à Michel. Quelle est la différence entre la course en solitaire et la course à deux? On est 2 fois plus, ce qui est pas mal, hein, ça fait beaucoup en plus. Le grand motif, c'est sûr, je pense que quand on est en solitaire, on est obligé d'être concentré, on est tout seul, donc on est concentré en permanence sur la globalité du bateau, alors qu'en double, à un moment donné, on peut transférer cette veille sur quelqu'un d'autre, et ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se concentrer sur quelque chose, c'est-à-dire regarder, par exemple, je sais pas, regarder la météo. Quand on regarde la météo, on peut regarder que la météo parce qu'on sait qu'il y a une autre personne qui fait tout le reste. On peut dormir éventuellement, on sait qu'il y a une autre personne qui fait le reste, on peut barrer et puis on sait que quelqu'un d'autre fait une autre tâche. Et ça change beaucoup parce que quand on est en solitaire, par contre, on fait tout en même temps. Alors, ça veut pas dire qu'on ne peut pas se concentrer sur quelque chose, mais on est obligé d'avoir toujours une partie de notre cerveau, une partie de notre attention qui est ailleurs. Et c'est usant mentalement. Je pense qu'on n'a jamais, en solitaire, on n'a quelque part jamais de repos complet sur un tour du monde. On est 80 jours. Il n'y a à aucun moment on est en break. Alors qu'en double, on peut à un moment donné se ménager et essayer d'avoir des repos un peu plus forts. Iker, justement, vous qui avez l'habitude de faire de la course en équipage ou à deux, pas d'expérience en solitaire. Pourquoi? Un optimiste? Bon, ça, si, optimiste. Oui, optimiste il y a quelques années de cela. Ou quand il y a eu des fois où Chabil est tombé du Fortiner et pendant quelques secondes, j'ai navigué tout seul. Ah, c'est ça. Donc, Et bon. ça, c'est les moments que vous préférez, je crois. Bon, j'ai un peu d'expérience. Non, mais justement, c'est effectivement un des aspects. Le fait d'être à deux sur un bateau, ça permet de se focaliser sur certaines choses et puis de laisser l'autre faire sa spécialité, on va dire peut-être. Si, pour moi, la vérité, c'est on a eu l'expérience de naviguer à deux et j'ai bien aimé. Mais c'est vrai, il y a eu plein de fois où j'ai pensé, et quand ils sont tout seuls, comment ils font? Pour moi, ils sont des héros parce que ça doit être vraiment difficile, non? Et spécialement quand on a vu des problèmes au bateau et tu te dis, si j'étais tout seul, comment je fais? Je pense qu'à chaque fois, la réponse est, bon alors il ne faut pas avoir le problème, non? Mais sinon, ça doit être très différent. Comment on prépare, Michel, justement, un tour du monde seul, c'est-à-dire la partie avant de partir? Comment on le prépare seul et comment on le prépare à deux? Est-ce que ça veut dire qu'on se répartit les tâches et on fait confiance à l'un qui va s'occuper d'une partie puis vous d'une autre? Ou est-ce que vous faites tout ensemble? La préparation jusqu'au moment du départ, c'est pas juste un skipper ou deux co-skippers, mais c'est une équipe globale. Donc de toute façon, l'ensemble des choses qui peuvent amener de la performance et permettre la participation à la course, c'est de toute façon le travail d'une équipe. Et on a l'impression qu'il y a juste un ou deux marins et puis que c'est eux qui font tout. Non, il y a plein de monde autour et heureusement on en a besoin parce que sinon on n'y arriverait pas, en tout cas à ce niveau d'efficacité. Mais François le disait un petit peu tout à l'heure. Après, voilà, quand on est à deux, c'est aussi pour que 1 plus 1 fasse un peu plus que 2. Excusez-moi les enfants pour les cours de maths, mais voilà. Et pour que chacun soit très efficace dans le domaine où il est le plus compétent pour apporter le plus au projet. Et que parce qu'on est deux à réfléchir, on puisse justement améliorer une partie de cette efficacité-là pour être encore plus efficace. Mais il ne faut pas oublier que les autres équipages, eux aussi, sont dans cette démarche-là. Donc forcément, c'est l'ensemble des compétiteurs qui progressent. Et puis voilà, François l'a un tout petit peu dit, ça dure longtemps, c'est compliqué, on n'est pas à côté d'une station essence, ni à côté de l'atelier. Donc il faut prévoir le maximum de choses. Anticiper, mais bon, on n'a pas de boule de cristal. Et il n'y a pas de choses pas importantes. Tout est important. Et même un truc qui peut paraître insignifiant peut devenir quelque chose de très handicapant. Donc on doit réfléchir à tout et puis forcément on va se rater de temps en temps. François, comment on choisit son partenaire? Est-ce que c'est par amitié? Alors on parle souvent de votre relation à Michel et à vous, que
vous êtes très, très fusionnel et ça se passe très bien et on vous cite souvent en exemple. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on choisit d'abord quelqu'un qu'on apprécie humainement parce que c'est un ami ou est-ce qu'on choisit un compétiteur pour aller au bout de l'aventure et gagner? C'est un mélange de tout ça, évidemment. On ne peut pas embarquer qu'un copain. S'il ne sait pas faire de bateau, ça risque d'être compliqué. On ne peut pas embarquer non plus une personne uniquement pour ses compétences parce qu'on va un peu plus loin que ça. Il y a de l'humain dans une course en double. Il y a une notion de confiance, d'engagement, c'est je pense très important. Et donc voilà, c'est un petit mix de tout ça, mais comme dans plein d'autres projets d'ailleurs, des projets d'entreprise, des projets de vie. Enfin voilà, c'est paramètres humains, paramètres de compétences. Il faut essayer de tout mélanger. Puis à un moment donné, je pense que il y a du feeling dans tout ça. Enfin, dans le choix final, à un moment donné, on le sent. Et puis quand on le sent, on y va. Comment ça s'est passé Ouais, justement ouais, j'étais en train de me marrer parce que on peut imaginer que donc, quand on a fait la Barcelona en 2010 sous les couleurs de Foncia, donc c'était moi le skipper à l'époque, parce que c'était mon bateau, mon projet, et donc il fallait que que je trouve un coéquipier parce que j'allais pas y aller en solitaire. C'était clairement pas le but. C'est dans les règles en plus. Hein, donc, et on peut s'attendre à ce que ce soit le skipper qui aille chercher son coéquipier en disant bah tiens c'est avec toi que j'ai envie de partir. ouais, justement. Et en fait, là, on est dans un truc, c'est amusant. Ça s'est passé dans l'autre sens. C'est d'abord lui qui est venu faire acte de candidature quand il savait que j'avais ce bateau-là. Et je lui ai dit au début, bah écoute, oui, mais on verra ça plus tard parce que là, je suis en train de construire le bateau. Et puis quelques temps après, je lui ai dit, bah écoute, pendant que moi je construis le bateau, toi tu vas aller faire de la voile, tu vas aller naviguer. Comme ça, moi je connaîtrai le bateau et toi tu sauras faire de la voile et puis on va se retrouver ensemble. D'accord. Et voilà c'est comment comme ça ça que s'est ça se passe. Et avec Javier Fernandez, comment ça s'est passé la décision de partir ensemble, par exemple sur la Barcelona justement? Qui a dit à l'autre, j'ai envie qu'on parte ensemble? Bon, pour nous, ça a été très différent parce que ça faisait Plusieurs années que vous faisiez du fortier ça ensemble. faisait 10 ans qu'on avait navigué ensemble dans le petit bateau. Après, on avait fait le tour du monde en équipage ensemble. Donc, l'idée, ça a été ensemble toujours. Non, donc, c'était l'idée de faire la régate, mais de la faire à deux. Donc, ça, on n'a jamais arrivé à une situation de chercher quelqu'un. Ça a été déjà l'équipe formée depuis toujours. Non. Vous étiez ensemble et vous cherchiez qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Si, exactement. Ah, exactement. c'est ça, vous étiez, ouais, c'est ça. Je ne sais pas si on avait entendu, ça. mais vous étiez ensemble et vous cherchiez quel type d'épreuve vous pourriez faire ensemble. C'est ça ce qui est arrivé. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire de solitaire en fait. Voilà. Comme l'autre. C'est impossible Il est où justement. Non, mais dans votre cas justement, vous avez tellement fait de voiles ensemble avec le fortier, avec les équipages et tout ça. Est-ce qu'à un moment on peut imaginer vous partiez chacun d'un côté pour des aventures solitaires? Bon, ça pourrait arriver, pourquoi pas, non. Nous, on a toujours pensé au solitaire, mais c'est vrai que ici en France, il y a tout le monde qui pense au solitaire. Ils pensent depuis qu'ils font l'optimiste. Donc, c'est quelque chose, ils ont bien maduré. Pour nous, c'est différent. On n'a jamais pensé à ça. On ne s'est jamais entraîné à ça. Et ça pourrait arriver, si, mais bon, il faut que ça arrive. Il faut avoir l'opportunité. Il faut bien préparer. C'est quelque chose là où après, tu vas risquer ta vie. Donc, là, il faut bien se préparer. Et bon, pour nous, et c'est pour ça que le Vendée Globe est français et que la Barcelona est espagnole. C'est ça. C'était pour lui. C'est pour ça, d'accord. Et justement, avant qu'on parle justement de la Barcelona, du Vendée, de ces épreuves qui vous titillent et qui vous donnent envie de partir, à bord, comment ça se passe? Par exemple, on parlait de la sécurité. Toi, tu disais, on va risquer sa vie. Tu dis, on risque sa vie quand on est seul. Mais quand vous êtes tous les deux, vous risquez aussi votre vie. Comment on gère justement cette sécurité à bord? Parce que seul, on ne peut se fier qu'à soi-même. À deux, est-ce qu'on laisse une part de responsabilité à l'autre ou pas du tout? Comment ça se passe? Qui veut répondre? Oui, je pense que bien évidemment, tout seul, on gère tout et François l'a expliqué. Quand on est à deux, c'est aussi pour que pendant qu'il y en a un qui se repose ou qui fait certaines tâches, l'autre puisse être opérationnel sur d'autres missions. Et qu'à partir de là, oui, c'est différent, mais vous parlez de risque, nous on n'a pas l'impression de se mettre en danger. C'est-à-dire qu'on travaille, on prépare les bateaux, on participe à leur conception, à leur construction. On est formé aussi pour tout un tas de gestes de secourisme, de systèmes de survie. On retourne les bateaux pour les remettre à l'endroit dès la mise à l'eau. On fait des tests comme ça. Et on n'est pas focalisé par le problème du risque et de la sécurité. Voilà, c'est complètement intégré. Ça fait partie de l'ensemble des problématiques qu'on a à gérer. Mais qu'on soit seul ou deux, de toute façon, c'est présent. Ouais, je pense, ouais. Et c'est sûr que pendant qu'il y en a un qui roupille, l'autre qui est sur le pont, voilà, on lui fait confiance. Mais c'est là où c'est vachement important de partir avec quelqu'un
en qui on a confiance pour tous les aspects. C'est-à-dire c'est notre père PAIR, c'est notre alter ego. Ouais, François, vous avez vécu la Barcelona avec Michel, puis après vous êtes parti sur le Vendée seul. Est-ce que les différences se sont ressenties Oui, il y a une petite différence forcément. C'est vrai qu'en termes de sécurité, si on pense à la sécurité, je pense qu'il y a deux éléments. C'est si on se blesse déjà, mine de rien, on a une autre personne qui peut nous aider à se soigner. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de chirurgie, mais par exemple se recoudre, si moi je suis droitier, si je me coupe la main droite et qu'il faut se faire des points avec la main gauche, c'est compliqué. À deux, tout de suite, c'est quand même plus facile. Les événements qu'il y a pu avoir, je pense à Yann Eliès par exemple sur le Vendée en 2008, c'est une situation qui était difficile, grave, en solitaire qui devenait très très grave. Obligé de se recoudre soi-même. Voilà, ouais, enfin il avait la jambe, il s'est fait évacuer. Je pense que s'il avait été en double, il aurait pu au moins avoir accès à sa pharmacie, etc. Donc il y a ça qui change beaucoup. Et après, mine de rien, l'homme à la mer aussi, c'est vrai qu'en solitaire, en général, il ne faut pas tomber à l'eau. Hein, je dis à tout le monde, c'est la meilleure des solutions, il faut mieux s'attacher. Mais si on tombe à l'eau, en solitaire, on a quand même assez peu d'espoir que le bateau revienne tout seul nous chercher. À deux, on peut espérer en tout cas. Je ne dis pas que ça serait beaucoup plus facile, mais on peut au moins espérer. Et c'est vrai que là, ça change quand même un peu la donne si on est en double ou en solitaire. Alors sur la partie sécurité, on va être un petit peu plus léger à bord, par exemple aussi. Est-ce que la vie à bord, on doit la gérer à deux quand on est seul, on fait comme on veut. On dort quand on a envie de dormir ou quand on peut se le permettre. Quand on peut dormir. On peut dormir, voilà. Ce qui n'est pas forcément beaucoup plus Non, facile. mais justement, enfin, toute cette partie logistique puis sociale, parce qu'à un moment, on est quand même une longue période à deux. Ça se vit facilement, on peut. Iker, comment ça se passe justement? Comment on manage ça? Bon, j'imagine en solo, ça doit être beaucoup plus compliqué. Comme ils disent, tu dors quand tu peux, tu te reposes quand tu peux et tu fais les choses quand tu peux. À deux, tu as plus ou moins une liberté, non? Et nous, quand on a fait la Barcelone, on a cherché quelque chose de facile. On s'est dit toujours, si toi tu as dormi, même si c'est un peu, après le prochain c'est moi. Et puis on a toujours fait des rotations comme ça et ça a bien marché, non? Mais j'imagine en solo, ça doit être beaucoup plus difficile, non? Quand tu vas te reposer, j'imagine que tout doit être pas parfait, mais bon, tu dois avoir le contrôle et là tu es tranquille et comme ça tu dors un peu et ça doit être très différent, non? Disons. Alors, ce qui se passe en mer reste évidemment dans le secret du bateau, mais est-ce qu'il y a vraiment des moments où on a vraiment envie que l'autre ne soit plus là pendant au moins un petit moment ou est-ce que tout se passe très bien et c'est merveilleux et c'est extraordinaire et dès qu'on revient à terre, on se dit vivement qu'on reparte tous les deux? Je vais répondre. Michel, je sais pas, Michel regarde loin devant. Nous, malheureusement, avec Michel, je pense qu'on malheureusement, déjà ça je dis commence malheureusement, mal. on a cassé, en l'occurrence, à chaque fois un mât avant que ça puisse se passer mal. Donc on n'est pas allé peut-être suffisamment longtemps, juste à temps qu'on ait L'océan Indien pour la Barcelona, c'était déjà bien avancé quand même. Hein. Ouais, mais bon, on avait fait. C'est pas ça qu'on allait chercher. On a cassé le mât avant que ça se passe mal. Donc en l'occurrence, grosso modo, je dis pas qu'on est toujours d'accord. Et évidemment, c'est ça. Quand on disait que 1 + 1, il faut essayer de progresser, je pense que l'idée c'est qu'il y ait de l'échange et des fois on n'a pas la même vision des choses et du coup c'est là où l'équipage devient intéressant parce qu'on échange et on arrive à trouver des idées qui sont plus intéressantes que quand on était tout seul. Vous l'échange, ça se passe justement dans la conciliation et on discute et on ça sert à partage. rien, sinon on part pas Ou est-ce ensemble. que c'est dans le conflit et on dit écoute, va falloir qu'on prenne une décision là. Mais je vais répondre parce que le plateau qui est là, il est pour moi par rapport à cette question très intéressant. Quand Iker et Chabi sont venus en 2010, donc avec mon ancien Foncia pour faire la Barcelona, moi j'ai navigué avec eux. Et moi j'étais là pour leur faire gagner du temps pour la découverte de ce bateau-là, pour qu'ils se l'approprient le plus vite possible. Et comme vous l'avez compris, ça faisait déjà 10 ans que les deux Lascar naviguaient ensemble et performaient ensemble. Il est champion olympique, mais il a une autre médaille en plus d'une moins belle couleur, mais qui est aussi déjà plus que remarquable. Chapeau bas une fois de plus. Et c'était génial de les voir. Ils avaient le bateau à manger, mais tout le reste, ça fonctionnait déjà. Ils se parlaient très peu. Bim, bam, boum, ça rebondissait. Et quand, avec François, on s'est retrouvés sur la Barcelona, toute cette nécessité de dialogue, ce fonctionnement entre les marins, entre les hommes et entre les compétiteurs, il était presque à créer, à inventer et à imbriquer. C'est-à-dire,
on est encore avec les morceaux de Lego, et puis, alors que eux, tout ça c'était fait, et on n'était que dans la technique, dans l'appropriation de l'outil de travail. Et moi j'ai appris énormément justement en regardant tout ça, et c'est toute cette problématique-là qui se fait dans l'entraînement quand on compose l'équipage, et puis quand on voit des Lascars comme ça arriver, pour moi c'était pas une surprise qu'il soit sur le podium, justement parce que toute cette partie-là, c'était 10 ans de travail qui était naturel pour eux, et ça déroulait derrière. Ils avaient juste un tout petit bout, Juste un à gros prendre, morceau, mais juste à prendre possession du bateau. voilà, C'était c'était assez étonnant à voir, et la comparaison entre les deux tandems est pour moi quelque chose de très intéressant. Alors, vous le savez tous les trois, on a annoncé avec la classe IMOCA l'arrivée d'une nouvelle épreuve, en fait, un championnat du monde avec l'Ocean Masters World Championship. Justement, sur votre préparation, d'abord votre sentiment sur cette Ocean Masters, est-ce que ça vous donne envie de participer? Vous êtes déjà très impliqué dans toutes ces courses. Est-ce que une petite réaction par rapport à cet événement? Nous, c'est pas compliqué. S'il y a des bateaux à voile, du vent de temps en temps, de l'eau salée, ou douce d'ailleurs, pourquoi pas, de l'enjeu, des beaux parcours, des belles courses, à 1, à 2, à plusieurs, nous on prend. Ok, bon. Donc ça nous va très bien. Ça veut dire que vous serez donc au départ de toutes ces courses qui ont été annoncées? Alors, on sera au départ, on ne va pas être partout, mais oui, c'est forcément tout ce qui va dans le sens de la compétition, de la recherche de performance, et de la structuration de notre univers qui est merveilleux et dans lequel on apprend tous les jours. Moi, ça me va. Est-ce que ça va changer quelque chose dans la préparation des courses à venir, notamment la Barcelona World Race qui démarrera le 31 décembre 2014? François, est-ce que ça change quelque chose dans la préparation, puis aussi dans les budgets, dans les coûts, dans le sponsoring qui va avec? Pour nous, là, et dans mon cas avec la Massif, non, parce qu'on s'était déjà engagé d'une manière, j'ai envie de dire, complète dans les courses qu'on faisait, et on les faisait à fond. On a évoqué quand même des nouvelles courses, par exemple la New York-Barcelona. Est-ce que c'est une course qui vous tente? Non, alors nous, à bord de Massif, on ne fera pas cette course l'an prochain, malheureusement, mais parce qu'on a d'autres projets aussi, on a un autre bateau à construire, mais pourquoi pas faire celle d'après, ça, j'en sais rien, pourquoi pas. Iker, est-ce que justement cette arrivée de l'Ocean Masters, ça vous donne envie de participer à d'autres courses? Si, non, bien sûr. Moi, j'aimerais bien continuer à faire de la voile océanique. Non maintenant, je m'entraîne sur le NRK 17, c'est une nouvelle classe olympique, ce qui est déjà génial. Mais j'aimerais bien faire de la voile océanique, et puis on va voir. Non, on va essayer d'avoir un projet, un bateau, et puis une équipe pour faire des régates. Pour la Barcelona World Race qui arrive là, est-ce qu'on a une idée, et puis pour la précédente, celle de 2010, est-ce qu'on peut avoir une idée pour le public de ce que ça coûte pour la préparation, pour la course, le budget global pour un bateau comme le vôtre, Iker? Oh, ça c'est une bonne question. Évidemment, ça dépend de l'équipage, ça dépend de l'équipe, du temps, du bateau. Donc c'est vraiment difficile de parler d'un numéro. Non, ça va dépendre comment tu veux faire. Ça dépend du sponsor. Pour arriver comme vous l'avez fait sur le podium là en 2010, c'est l'ordre de prix, c'est quoi? Bon, si on veut louer un bateau, ça peut faire 1 million, quelque chose comme ça, un peu plus, un peu moins. Puis après, il y a les salaires des personnes, il y a les voiles, on a besoin de quelque chose à manger. Puis tu commences à... Je ne pourrais pas te dire, c'est difficile. Ce qu'il faut regarder, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Ah, alors, expliquez-nous, Michel. Et jusque-là, et ça ne fait que s'améliorer, parce qu'il y a aussi tous des nouveaux outils de communication qui nous permettent de communiquer encore plus. Jusque-là, ça a toujours été rentable. Alors après, forcément, on sait que le premier, c'est la prime au vainqueur. Ça ne fait qu'améliorer la rentabilité. Mais ce n'est pas que des retombées aussi, c'est des choses c'est de la communication interne, c'est de la cohésion dans les entreprises. François pourrait en parler très bien aujourd'hui. À la Massif, il y a un engouement à l'interne et aux sociétaires. On les a vus qui étaient avec nous au départ du Havre il y a quelques semaines. C'est toute cette dynamique-là qui n'est jamais comptabilisée, mais qui est nécessaire aussi pour que l'ensemble des gens soient contents d'être sous la bannière comme skipper ou comme sociétaire ou comme collaborateur d'une marque. La voile a une super image, on en est convaincu. Et la course au large, il y a plein de gens qui n'imaginent même pas partir en mer et ne plus voir la terre. Nous, ça nous paraît
on s'en rend même plus compte. Et voilà. Et du coup, des courses comme la Barcelona, même en France où on a plus une culture, on n'a pas que ça, mais on a une culture assez orientée solitaire. La Barcelona est quelque chose qui fait rêver parce que c'est le même parcours que le Vendée, mais c'est en double, donc on sait que c'est plus engageant aussi. Est-ce que justement, en termes de budget, pour rester sur cette question, un budget Vendée, c'est beaucoup moins cher parce qu'on est seul ou pas du tout? C'est la même chose que quand on est deux parce que c'est le même bateau. Hein, Non, c'est à peu, Donc, c'est à- qu'est-ce qui c'est à peu change, près pareil justement parce que de toute façon, sur des projets, on va dire, pointus, donc il y a en général la construction d'un bateau et puis il y a un projet global. C'est pas juste, on va pas juste faire le Vendée ou juste faire la Barcelona. C'est plus sur de la durée, comme tout bon projet de sponsoring voile. Et du coup, les deux courses coûtent à peu près le même prix parce que, regardez le parcours, c'est grosso modo le même. Et on n'est pas à un salaire de coéquipier près quand même sur l'enveloppe globale. C'est vrai, à ce point-là? Pour donner des chiffres, oui, en l'occurrence, François avec est si peu cher, c'est vrai? Ouais, les salaires ne sont pas les parts les plus importantes dans les budgets. Et pour donner des chiffres, pour répondre à la question précédente, par exemple le projet Massif, qui s'est donc engagé sur 4 ans sur le circuit IMOCA, c'est environ 2 millions d'euros avec la communication par an. Et pour avoir des idées des retombées, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que ça coûte évidemment, mais aussi ce que ça rapporte et surtout ce que ça rapporte. Pour la Massif, il y avait deux grands objectifs, un objectif de communication externe et un objectif de communication interne. En termes de communication interne, sur les 6 mois du Vendée, donc pas sur l'ensemble du projet, juste sur les 6 mois du Vendée, il y a un équivalent d'achat d'espace publicitaire d'environ 18 millions d'euros. L'équivalent d'achat d'espace publicitaire, grosso modo, c'est si la Massif avait voulu communiquer, faire des publicités, combien ça leur aurait coûté en achat d'espace pour faire une pub à la télé pour avoir le même temps qu'on voit le bateau à la télé, Voilà. c'est comme si on avait acheté un espace publicitaire, mais Exactement. là du coup, ça on passe à a, d'autres on a un moments article, et par exemple l'article dans la presse, on voit le logo Massif ici, on le cite 2 fois, ils ont des savants calculs, et ça c'est une entreprise c'est qui comme sont si on avait mis indépendantes un panneau publicitaire, Voilà. mais là on parle du bateau. pour acheter un espace. Donc c'est 18 millions, donc voilà, il faut faire le rapport. Et comme disait Michel, je pense qu'il y a il y a au-delà de tout ça, au-delà de cette communication externe, il y a une notion de communication interne, la capacité que ces projets peuvent, pour fédérer des salariés au sein d'un projet commun qui est énorme. Et aujourd'hui, à la Massif, ça a marché d'une manière exceptionnelle. Et ça, par contre, on n'a pas d'outils pour les mesurer, malheureusement. Et pourtant, je pense que c'est souvent pour ça que les sponsors vont dans la voile ou restent dans la voile. C'est pour cette dynamique que ça peut créer en interne dans une boîte. Iker, qu'est-ce qui pousse un compétiteur à aller sur la Barcelona et plus que sur une autre course? Bon, je pense tout ce qu'on a parlé ici, non? C'est une compétition, c'est une belle compétition, c'est une navigation dans l'océan, donc il y a un peu de tout, non? Il y a un peu de tout et les concurrents, c'est aussi important. Si les concurrents sont très bons, eh bien alors tu veux toujours y aller. Je me rappelle quand on avait commencé le projet, on était à Port-la-Forêt et puis après quelques mois, Michel nous a dit bon alors moi je vais aller et je vais faire la Barcelone aussi, non? Et je me rappelle de parler avec notre patron qui est Pedro, et il nous a dit comment vous voyez ça? Et on s'est dit ah ben, génial, pourquoi pas? Si Michel il va aller avec François à faire la Barcelone, ça c'est mieux pour nous, non? Donc c'est mieux d'avoir des concurrents qui sont super bons, non? Ça c'est un peu la globalité, non? La compétition, puis l'aventure, puis les gens que tu vas rencontrer à naviguer contre toi, le tout, ça fait quelque chose de très joli. Et qu'est-ce qui pousse Michel et François justement à partir sur un projet en solitaire, justement? Là, c'est quoi? Moi, je vois pas C'est la même chose. pour moi, je n'oppose pas les types de navigation. Au contraire, on a un domaine d'expression qui est super riche, super large et qui permet à certains de se dire moi, je vais faire que de l'équipage parce que je ne me sens pas d'être tout seul, ou au contraire à d'autres de dire moi, je vais aller faire que du tout seul parce que l'équipage, c'est bon. Et puis, il y en a d'autres qui vont justement jouer d'un peu tous ces critères-là et avancer à travers des rêves, à travers des ambitions et passer d'un support à l'autre et se nourrir justement de cet échange-là. Je pense qu'on est un peu de ce modèle-là tous les C'est trois. le même point de vue, François? Vous êtes d'accord avec ce que dit Michel? C'est le rêve, on se solitaire du double de l'équipage, peu importe. Moi, ce qui se passe, c'est que je fais de la voile depuis longtemps. Je venais au salon nautique GTO comme ça, et puis je regardais ce qui se passait, je regardais les cartes, je regardais les animations, et puis à l'époque, il y avait des Michel Desjoyaux, des gens qui me faisaient rêver, et puis on avance comme ça, et c'est
comme ça qu'on arrive à une course quelque part. C'est qu'elle nous a fait rêver, on a envie d'y aller, on a envie de découvrir. Et des fois c'est tout seul, des fois c'est avec un équipage, des fois c'est en double, des fois c'est sur des petits bateaux, des fois sur des grands bateaux. Mais l'essentiel c'est juste d'avoir la passion et l'envie de le faire, comme beaucoup de personnes ici, je pense, ont l'envie quand ils voient les bateaux. C'est le principe du sport nautique, hein, c'est de voir les bateaux et d'avoir envie d'aller naviguer dessus après. Et nous c'est pareil avec les courses. Sur la Barcelona World Race, on aura l'occasion d'ailleurs de revenir dessus mercredi dans la conférence qui aura lieu ici. Je vous invite à venir nombreux. On parlera justement de l'aspect aussi écologique, l'aspect implication sur la Barcelona World Race auprès de l'UNESCO. Est-ce que ça c'est quelque chose qui joue beaucoup dans un choix de course ? Le fait que dans l'organisation, on sensibilise avec des programmes, avec notamment ces balises qui vont être positionnées par les bateaux à des endroits spécifiques pour étudier l'évolution des océans. C'est quelque chose qui vous touche, ou est-ce que c'est quelque chose en plus auquel bien sûr vous contribuez et vous adhérez, mais est-ce que ça peut être une motivation ? Une motivation, j'ai envie de dire non. Par contre, on est déjà sensible à ces problématiques-là. On va citer des chiffres tout bêtes. Un marin sur ce genre de course-là, c'est une machine très très économe. Je vais donner des chiffres un peu qui fâchent. Un Européen, ça consomme 150 litres d'eau par jour. Nous, on en consomme 5. Voilà. Aujourd'hui, on ramène tout ce qui est déchets non biodégradables. Pour nous, c'est totalement évident, on ne se pose même plus la question. D'accord, c'est assez récent, hein, il y a 30 ans, on ne le faisait peut-être pas. Je pense que la prise de conscience, elle est globale. Et bien évidemment, si la Barcelona incite un peu plus encore, ça va dans le bon sens. Iker, c'est quelque chose qui vous touche, ça, justement. Ça peut vous faire choisir une course ou une autre ? Bon, je pense que non, je pense comme Michel, non on peut simplifier. C'est tu aimes naviguer ou tu n'aimes pas naviguer. Nous, on aime naviguer. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on navigue un peu partout. Et après, quand tu vas naviguer, la mer, c'est ton milieu. Et tu aimes bien voir que tout est propre, tu aimes bien voir que tout est bien. Et alors, il faut faire attention. Et c'est simple, c'est comme ça. Non après, le reste, si, évidemment, il faut faire attention. Il faut essayer de changer les choses qui ne sont pas bien. Mais au moins, moi, quand je pense à une compétition, je pense aux choses qu'on a parlé, non aux compétiteurs, aux bateaux, comment faire. Et puis le reste, c'est quelque chose où on va bien sûr essayer de faire propre, essayer de faire bien. Et ça y est. Alors, l'intérêt de ces conférences aussi, c'est bien sûr de pouvoir vous laisser peut-être poser une question, quelques questions à nos invités. Je ne sais pas si vous avez eu le temps d'y réfléchir par rapport à ces préparations de course. Je ne sais pas, monsieur, vous aviez une question. Pardon. Bonjour Michel. Comment on fait le bateau de pute avec François. J'ai vu à la télé, il y a eu le mât tombé juste arrivé au Brésil. Voilà. Comment on gère ? Comment ça se passe ? Alors voilà, on va revenir à bord du bateau pendant la course. Comment on gère justement ce moment ? Alors, je vais peut-être ouvrir. Est-ce qu'on se le reproche ? Est-ce qu'au contraire, on essaye de sécuriser ? Comment on vit cet instant, justement ? Parce qu'effectivement, c'était il y a peu de temps. Ça vous est en plus déjà arrivé sur la Barcelona. On croit au chat noir. Qu'est-ce qu'on se dit ? Comment ça se passe ? Alors, on va pas se faire harakiri pour ça, quand même. Ça n'en vaut pas la peine. Déjà, on est dans un sport mécanique, on le sait trop bien, et c'est aussi des choses qui nous passionnent. Donc voilà, quand il y a un problème comme ça, ça arrive, c'est fait. De toute façon, on ne va pas réussir à rétropédaler et à se retrouver avec à nouveau un mât entier. Donc, dans un premier temps, déjà, on gère l'urgence. Là, moi, c'était le premier dématage parce que le premier qu'on a vécu ensemble était relativement simple, somme toute, puisque les morceaux sont restés à peu près en l'air et on a pu continuer de naviguer à la voile. Là, sur ce deuxième, à l'approche du Brésil, c'était beaucoup plus impressionnant. C'était de nuit, il y avait de la mer et il y avait le mât qui était sur le pont et qui abîmait le roof avec des bruits de carbone qui craquent. Ça fait mal au trip, vraiment. On sait tout de suite au bruit que c'est ça ? Ou est-ce que non, il n'y a pas d'ambiguïté. Le bateau, il arrête de gîter, il fait plus de bruit parce qu'il n'avance plus
Hein, oui, on ne met pas un quart de seconde à comprendre ce qui s'est passé. Et puis très vite, on est dans l'action de se dégager du risque de suraccident. Et on n'est pas sponsorisé par la Massif pour rien. C'est vraiment un objectif. Et l'enjeu, puisqu'on est aussi atteint par cette catastrophe, l'enjeu était aussi de sauver une partie du matériel. Et en fait, on a mis à peu près 1h30 pour dégager le gréement. La démarche, c'est si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais réussir à récupérer? Est-ce que pendant que je serai à Califourchon sur le bout de main en train de dégager des trucs, il n'y a pas tout qui va casser? Donc en fait, on est super prudent et c'est pour ça aussi qu'on a mis beaucoup de temps. Est-ce que justement le fait d'avoir été à la conception du bateau, enfin de le connaître parfaitement, de l'avoir vu se fabriquer, tout ça, ça aide à ces moments-là? On sait exactement où ça se trouve, ou on est un peu pris de court quand même, on découvre. Dans la conception, on n'a pas Heureusement qu'on c'est a pas pas dans le beaucoup mode de d'emploi, super on n'a pas trop réfléchi à ça. Je sais pas si ça aide beaucoup. Après, là, c'est un peu la débrouille et là, s'adapter à cette nouvelle situation. Mais c'est vrai que c'est une situation qui est compliquée parce que le bateau et le mât ne sont pas prévus pour être dans ce sens-là. Après, ça s'est bien terminé quelque part et puis on a réussi le lendemain à mettre la baume en gréement de fortune, donc pour avoir un petit mât à la place du grand mât et qui nous permettait de rejoindre Salvador. Et puis d'ailleurs après, même le bateau est reparti de Salvador de Bahia pour Itajaí avec un mix moteur gréement de fortune, mais qui, mine de rien, a permis au bateau d'arriver jusqu'au port final quelques jours plus tard, mais il est arrivé. On n'est pas trop entraîné à ce genre de situation, pour être Non, clair. forcément, on ne s'attend Et jamais à ce genre de choses. On va continuer à poser des questions que vous retrouverez sur Internet avec nos invités. J'aimerais qu'on applaudisse très fort François Gabard, Michel Desjoyaux, Iker Martinez, qui étaient nos invités aujourd'hui ici sur le stand de la Barcelona World Race. Et le public nombreux. Et le public nombreux, effectivement, qui est là et qui sera encore là, j'imagine, demain, puisqu'on parlera en détail de cette Ocean Masters, ce projet Ocean Masters World Championship qui sera à l'honneur. On en parlera demain à partir de 13h, bien sûr. On sera réunis ici sur le plateau avec notamment Peter Bayer qui s'occupe de ce projet. Et puis on aura Bernard Stam et Jean Lecam qui viendront aussi nous parler un petit peu de leur expérience de la course au large. Merci à tous. Et à très vite, bien sûr, sur le stand de la Barcelona World Race. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, toutes ces vidéos sur le site internet, sur la page Facebook et sur le Twitter BWR_2014. Voilà, merci beaucoup.